Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Bonjour à tous, merci et bienvenue, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 9 du TTFL Podcast. Épisode 1 heure de passion, de basket et de PLS, comme d'habitude. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Pour vous accompagner aujourd'hui, je remercie les deux consultants Sport Up qui sont avec nous aujourd'hui. Nous avons donc Reggie, le master de la Team Rondo. Comment vas-tu, Reggie? Ça va, et vous? Bah, très bien. T'as passé une bonne semaine TTFL? Pas terrible, non, on y reviendra, je pense. D'accord. C'est semaine difficile chez la Team Rondo, alors, apparemment. Ah oui, on avait bien remonté, là, ça redescend, voilà. D'accord. Et donc, avec nous également, Florian, aka Flong Young Rookie. Comment vas-tu, l'ancien? Eh ben, tout va bien, j'espère que vous aussi. Ça va, très très bien. Et ensuite, avec nous, une invitée, exceptionnelle. Une invitée de grand talent. Ses créations font souvent plébisciter dès qu'elle publie quelque chose sur notre fil Twitter. On parlera avec elle donc de création, de dessin, de basket évidemment. Et c'est aussi une rookie de la TTFL, donc ça va nous permettre d'avoir une vision un peu différente de d'habitude. Merci d'accueillir donc Caroline aka Petite KO. Comment vas-tu, Caroline? Hello, ben ça va très bien, merci de m'accueillir. Bienvenue à toi. Merci d'avoir beaucoup. accepté l'invitation, c'est très gentil. Avec plaisir. Donc on va parler ensemble pendant 1 heure de basket et de TTFL. Donc au menu aujourd'hui, retour sur le deck numéro 7 TTFL. Après le retour des premiums, maintenant ils reviennent un peu au compte-gouttes, il faut alterner donc entre premium et second couteau cette semaine. Une interview donc comme d'habitude, vous le savez, de Caroline, donc notre dessin et passion NBA, et donc nouvellement fan de la TTFL. Et puis la rookie. On terminera avec, comme d'habitude, le coin des experts qui nous permettra d'avoir une vision sur le prochain deck, le deck numéro 8 qui va commencer dès demain. Donc, on est prêt? On est parti? C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! Donc, comme toujours, avant de commencer cet apéro et ce retour sur le deck numéro 7, un petit 5 majeur avec notre invité, histoire de commencer à la connaître pour ceux qui nous écoutent uniquement sur cette version courte. Comment vas-tu, Caroline? Et on va commencer tout de suite, alors. Raconte-nous, quelle est ton équipe préférée? Quelle est ta franchise de cœur? Alors, ma franchise de cœur, on va dire, c'est Boston. Après, j'aime beaucoup aussi les Spurs, évidemment. Après, voilà, je suis pas non plus, comme j'ai pu le dire, fan hardcore d'une équipe en particulier. J'ai un coup de cœur pour Boston et les Spurs. Mais après, j'essaye d'avoir une vision globale de la NBA, du fait aussi de mon métier à côté, de m'intéresser à toutes les équipes. Mais ouais, Boston. Faut regarder tout le monde, quoi. Ouais, bah oui. Bon, il y a forcément des équipes qu'on aime un peu moins, d'autres plus, mais ouais, Boston, ça a toujours été l'équipe que j'ai suivie depuis un petit moment. Donc, ouais, je vais rester sur Boston et en deuxième, les Spurs. D'accord. Et du coup, tu suis le basket depuis longtemps, toi, perso? Oui, moi, j'ai grandi dans les années 90, donc j'ai commencé à suivre la NBA. T'es tombé dans la marmite, quoi. Ouais, bah forcément avec Chicago, Jordan, mais ouais, dès les années 90, j'ai commencé à suivre, donc puis depuis, j'ai pas arrêté. Ok. Alors, deuxième question. Quel est actuellement ton joueur préféré? Celui que tu kiffes le plus regarder? En ce moment, en fait, c'est pas forcément un joueur superstar ou star. Il y a forcément des joueurs comme Giannis, Antetokounmpo, tout ça. Mais je suis plutôt les rookies. Je suis plutôt contente de voir Doncic qui assume réellement ce qu'on attend de lui. Et de voir aussi qu'il ferme un peu les bouches des Américains, et voir aussi, je sais pas, enfin moi mon coup de cœur de l'année dernière c'était Tatum aussi à Boston. Ouais. Bon, il a un début de saison un peu difficile, mais c'est un peu compliqué, je suis plus sur les jeunes, les rookies, les sophomores.
Après, évidemment, il y a plus la nouveauté, tout ça m'impressionne, mais j'ai plus un regard sur rookie, vraiment les jeunes qui arrivent dans la ligue. Super. Et du coup, au niveau all-time, ta référence? C'est compliqué. J'avoue que quand j'ai commencé à suivre la NBA, le joueur vraiment qui m'avait impressionné, c'était Grant Hill quand il est arrivé dans la ligue, 94 si je me trompe pas. Vraiment, il m'impressionnait. Malheureusement, il a pas eu la carrière qui a suivi malgré les blessures. Après voilà, j'ai grandi avec Jordan, donc forcément c'est un joueur qui m'a marqué. Et puis à l'époque, il y avait que Jordan qu'on voyait un peu partout. Oui, mais si t'avais. Mais Grant Hill, tu voyais rien d'autre. Voilà, exactement. Mais ouais, Grant Hill, c'est le premier joueur vraiment qui m'a marqué quand j'ai commencé à suivre la NBA, quoi. D'accord. Après, c'est vrai qu'il était ton paquet de céréales. Comme nous ouais, c'est ça. Et du coup, si tu avais un moment, un match, une action préférée, entre guillemets, qui t'a marqué, que ça soit NBA ou autre, mais basket, quelle serait cette action, ce shoot, cette perf individuelle ou collective? J'en ai plusieurs. Après, c'est pas forcément NBA, ça va être les équipes de France, que ce soit féminine ou l'équipe masculine. J'ai évidemment les JO 2012 des filles. Les braqueuses, c'est ça? Voilà, pas beaucoup diffusées. Vraiment, là, elles ont cartonné. Après, il y a l'Euro 2013 pour les gars, le match contre l'Espagne, Tony Parker dans les vestiaires, et la Coupe du Monde 2014. En plus, j'avais l'occasion de travailler pour la FIBA à ce moment-là. Donc le match contre l'Espagne, où on élimine l'Espagne chez eux, même s'ils ont fait la même l'année d'après, mais là, franchement, ce match-là, particulièrement en 2014 contre l'Espagne, surtout sans Tony Parker, on n'attendait pas forcément l'équipe de France à ce niveau-là. Donc, c'était totalement inattendu, c'était un moment, ça, c'est sûr. Ouais, exactement. C'était inespéré même. Et c'était super plaisant de pouvoir éliminer l'Espagne, qui était notre bête noire, chez eux. C'était magnifique. Au complet, en plus. Donc, 2014, c'est un bon souvenir. Et du coup, pour terminer, comme d'habitude, ton amour honte, quel est le joueur ou la franchise, en moindre mesure, que tu aimes regarder à chaque fois, mais faut mieux pas trop le dire trop fort parce que ce serait peut-être l'ennemi intime ou peut-être qu'il est pas aimé. Je dirais que je sais pas. Enfin, cette année, j'attends de voir DeMarcus Cousins revenir. Parce que c'est un énorme joueur, si ce n'est peut-être le meilleur pivot, mais le fait qu'il est signé à Golden State, il est clairement signé pour avoir une bague. Il a quand même, c'est un joueur qui est quand même particulier sur un terrain, qui peut péter les plombs et tout, donc de le voir dans l'environnement de Golden State avec Kevin Durant, qui est pas non plus le joueur le plus aimé de toute la ligue, j'attends de voir un peu. C'est peu dire. C'est des joueurs qui ont baissé un peu dans mon estime, mais bon, clairement, c'est des joueurs que j'attends de voir sur le terrain, parce que si vraiment tes grosses attentes là de la saison parmi. Ouais. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup. On va passer du coup au retour sur le deck numéro 6 qui se termine. On a donc eu chacun des tops, des flops, on a eu des best picks et des L picks. Et du coup, Caroline, qu'est-ce qui, toi, t'a marqué cette semaine dans côté TTFL? Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop, du coup? C'est un top, c'est Kevin Durant, pour en parler. Contre Toronto, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il fasse un 83 en TTFL, qu'il fasse un super score. Ouais, mais à 83, j'étais vraiment surprise. 83 face à Toronto, face à Kawhi Leonard, qui soit plus gêné en défense. Donc j'étais assez impressionné par sa perf. Même s'il a pas eu la victoire au bout, mais vraiment pour ceux qui ont pu le prendre à ce moment-là. 80 plus, c'est toujours exceptionnel en TTFL. On commence à en avoir une petite collection cette année. Reggie, toi du coup, qu'est-ce que t'as eu un top, un flop cette semaine? Qu'est-ce qui t'a marqué? Y a rien eu cette semaine. Si, malheureusement. Au podcast d'avant, j'avais conseillé Damian Lillard contre Denver en disant que ce serait une bonne cible pour lui. En plus, juste avant, il fait 65 points TTFL. On se dit ça va enchaîner.
Résultat, 15 points en 16 tirs. Oups. 17 points. 17 points, ouais, je crois que c'est ça, TTFL. TTFL. Plus de 1200 joueurs En dessus. plus, c'est un match très serré. Donc, c'est pas comme si c'était un blowout ou quoi que ce soit, ou qu'il se blessait. Non, c'est vraiment un match où il passe à côté. Et en plus, à côté d'un McCollum qui fait 45 points solides. Donc, je tenais à m'excuser si jamais vous avez suivi mes conseils. Et je tenais à vous rassurer, c'est que moi, j'ai suivi mes conseils et j'ai payé pour ça. Donc, donc tu as payé. Florian, toi, ton top ou ton flop, dis-nous. C'est plutôt un flop. Après, bon, c'est Stephen Curry, donc il fait quand même 30 points TTFL. Donc c'est pas non plus. Ouais, voilà, c'est pas non plus une catastrophe, mais sur un retour de blessure, généralement, il est plutôt chaud. Et là, il nous a sorti un 10 sur 21 au shoot, à 3 sur 9 à 3 points. Donc, ça a vendangé un peu, et du coup, oui, on a été un peu plus de 2300 à le prendre, donc... Ouais, ça fait mal. Moi, je l'avais aussi, je l'ai tenté. Et c'est vrai que le voir à 2 à la mi-temps, ça faisait un peu mal au cœur. Ouais, voilà, c'est ça. Et pas que au cœur, mais ça faisait rêver, mais bon. Après, comme on disait, hein, on en a parlé avec les tweetos, c'est, quand on prend des shooters, c'est ça. Faut préparer la verveine, préparer le Xanax, histoire de se détendre. Faut être prêt. En TTFL, on sait que c'est toujours un peu tendu quand on a des shooters. Ça peut très vite monter, mais ça peut souvent, parce qu'il est passé même par le négatif, à un moment, il était à moins 6. Ouais, au début du premier quart-temps. Ouais. C'est ça, tout début du match. Donc, ouais, c'est toujours tendu. Perso, du coup, moi, je vais passer sur Jimmy Butler à 11 points, mercredi soir. Pareil, plus de 1000 pics pour cette belle carotte made in Jimmy Butler. Et ça me permet de parler donc justement de ce trade. Et c'est vrai que ça va être compliqué. J'ai l'impression plus ça avance, plus ça va être compliqué de choisir entre Ben Simmons et Jimmy Butler. J'ai l'impression qu'ils alternent pas mal, trouver le bon, comme si on l'a vraiment pour gagner et pas pour scorer. Et du coup, c'est un peu compliqué. Il y a des soirs où voilà, ils vont faire tourner la balle, jouer, etc., devenir un peu plus collectif pour gagner. Donc niveau TTFL, c'est pas forcément ce qui nous arrange. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et ouais, Jimmy Butler a mis quelques carottes cette semaine, dont ces 11 points mercredi soir. Du coup, on va passer maintenant au classement de individuel et collectif au niveau TTFL. Florian, du coup, tu vas passer au classement joueurs. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle cette semaine? Alors, du coup, le premier, Arnaud da Flippa. Oh, les gars, faites un effort sur les noms. C'est dur à lire. On le répète toutes les semaines. Mais en tout cas, bravo à toi. T'as 2051 points et t'es premier. Du coup, on a 2 ex-aequo à la suite avec Daddy Nuts et Poum CHLR à 2043 points. Et sur le top 6 du classement, on a que 66 points d'écart entre le premier et le 6e, donc c'est vraiment serré. Et on est à une moyenne de 45,6 points de moyenne, donc on a encore augmenté par rapport à la semaine dernière. Ça fait 2 semaines que ça augmente là quand même. C'est ça. Bah après avec le retour des premiums, mais ça risque de rebaisser un petit peu la semaine prochaine, mais c'est quand même infernal quoi. Ouais, c'est injuste. On le dit chaque semaine, c'est totalement injuste. C'est ça. Donnez-nous les codes. Du coup, au niveau des équipes. Alors ils ont quitté la première place pendant une journée. Tout le monde y a cru, ça y est, c'était la fin du règne. Mais Narbonne est toujours premier. Ils sont toujours là, nos sudistes, avec 85 points d'avance sur la team Datas. Ensuite Kobe One et Zone de Conf, ils sont toujours ensemble depuis un moment ceux-là. Ensuite juste derrière, on a la première franchise Miami. Ensuite Châteauroux, les Tocards et les anciens de Storks. Nos anciens de Strasbourg. On peut noter aussi le retour en Ligue 1 de Apologia qui a fait un peu le yo-yo cette semaine, et surtout des anciens de la team NTM. Donc on note quand même 2 équipes qu'on a invitées. Ils sont toutes les 2 en Ligue 1. Maintenant, on en avait déjà parlé au niveau individuel, etc. Ça commence à porter bonheur, donc c'est cool. Et puis ensuite, on termine la Ligue 1 par les Celtics, NBA Sauce, Gruppetto, Q-Basket, les Ducs
et Tweetballs. Du coup, ça c'était la Ligue 1. On vous souhaite aux équipes bon courage. Il y a une grosse différence quand même entre le premier et le 16e de plus de 500 points, donc plus d'une nuit d'avance déjà pour Narbonne sur l'éventuelle Ligue 2. Mais donc en tout cas, courage parce que derrière c'est serré, donc faut pas lâcher. On passe aux franchises du coup. Reggie, raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des franchises NBA en TTFL. On va commencer par l'Ouest avec un changement de leader puisque le Thunder perd sa place au profit des Wolves avec qui on fait une très belle soirée avec 406 mais l'écart reste très serré. On a 45 points d'écart. Ouais. Donc ça se bataille pour la première place et les Sonics complètent la marche. Après globalement ça reste en place, mis à part on va noter le best pick pour les Lakers qui sauvent l'honneur malgré leur dernière place assez décevante, on peut le dire. Et du côté de l'Est, on a Miami tout qui reste en tête, solide leader. Châteauroux qui talonne, pareil 45 points d'écart, c'est serré. Et les Celtics qui ferment la marche en troisième, enfin qui ferment le podium. Et on peut noter que ça bouge un peu aux portes des playoffs entre les Raptors notamment, les Bulls et derrière ça une grosse bataille. La grosse bataille plus qu'à l'ouest, mais plus qu'à l'ouest. Ouais. Ok, ça c'est pareil, c'est serré mais il va y avoir du temps. C'est vrai que la course il y a pas mal d'écarts pour les franchises. Forcément après il y a moins d'équipes donc les écarts sont un peu plus conséquents qu'avec le classement général. Mais... Ce qu'on peut noter à l'est, c'est que le trio de tête est quand même sacrément en avance par rapport au reste. Enfin notamment tu prends les Miami Heat, il y a 990 points d'écart avec les Bulls qui sont 9e. Donc, tout simplement ils sont tous en Ligue 1 déjà au classement général. Voilà, ça te classe le truc et c'est vrai que on va dire que l'Est domine l'Ouest en TTFL. Ah, ça change, hein. Ça change. Du coup, on les a publiés aujourd'hui, nos TTFL Awards de novembre, on va en parler un petit peu. On a donc, ce mois qui vient de se terminer, Anthony Davis, qui est notre MVP, notre joueur du mois, avec 731 points en 14 matchs, donc plus 52 moyenne, c'est stratosphérique. On a Joel Embiid, on était en bataille avec LeBron James avec 85 points. C'était les deux plus grosses perfs du mois. La carotte du mois, je pense que c'était clair pour tout le monde. Andrew Wiggins, un peu plus de 200 joueurs, moins 15 points, score historique. Deuxième pire score TTFL de l'histoire des Timberwolves. Et puis au niveau de la communauté, on en a parlé tout à l'heure, il est actuellement deuxième, c'est Daddy Nuts qui a remporté ce mois-ci avec 1339 points, absolument énorme. Ensuite au niveau des équipes, c'est la team Kobe One qu'on a reçu également, qui a fait un mois de folie. Et ensuite au niveau des franchises, ils sont actuellement premiers, ils ont débarqué comme des cingouins, nos amis du Miami Heat FR. Donc 11 079 points. Donc ils ont pareil réalisé une énorme mois de novembre. Et comme on vous l'a déjà dit, ces trois équipes, Daddy Nuts et Kobe One et Miami Heat, sont invités au podcast. Donc dans les prochains numéros, vous allez sans doute les entendre et peut-être réentendre pour Kobe One. On verra si on fait un deuxième épisode ensemble avec Méline, on verra ça. Du coup, au niveau du classement du MVP, on se retrouve avec Anthony Davis, 51,8 points de moyenne en 19 matchs. Que dire de plus? Franchement, pas grand-chose. C'est affolant. Donc c'est évidemment le seul joueur TTFL au-dessus des 50 de moyenne. Donc autant vous dire que quand vous êtes 45 avec Anthony Davis, vous pouvez avoir la haine. Deuxième, Giannis Antetokounmpo, 49,8, qui est tout à fait hallucinant aussi, 21 matchs. Kevin Durant qui complète le podium. Ensuite, Embiid. Et pour terminer le top 5, LeBron James à 43,6
points de moyenne. Au niveau des rookies, on passe Florian, du coup. Est-ce que tu peux nous faire le point du coup des rookies cette année? Les rookies, donc DeAndre Jordan toujours en tête avec 32,5 points de moyenne en 22 Ayton. matchs. J'ai dit, pardon. T'as dit DeAndre Jordan. Pardon. J'attendais que tu t'en rendes compte, mais bon. Ah bah non, j'étais parti sur DeAndre Jordan. Ouais, ça arrive. Non, DeAndre Ayton, oui, pardon, excusez-moi. 2,5 points de moyenne en 22 matchs, donc vraiment énorme. Ensuite, on a Luka Doncic à 26 points de moyenne en 20 matchs et Jaren Jackson Jr. qui complète le podium avec 22,6 points de moyenne en 21 matchs. Ensuite, en dessous, on a Wendell Carter Jr. à 22 points par match et Marvin Bagley à 21 points de moyenne. Et pas de changement au niveau de la structure. On voit, il y a toujours Ayton devant, deuxième clairement Doncic et après les autres. C'est comme on disait la semaine dernière, c'est ça. on a vraiment DeAndre Ayton C'est ça. devant et Luka Doncic derrière. Et Carlo, du coup, toi, tu les piques en tant que rookie? Est-ce que tu piques les rookies comme toi? J'ai pas encore osé. J'ai hésité pour DeAndre Ayton, notamment. Luka Doncic, c'est pas évident, je trouve encore. C'est vrai que mais selon Ayton, les je pense match-ups, que oui, c'est difficile, ouais. Faut arriver à trouver le bon moment. Ouais. Donc j'avoue que j'ai pas encore osé, mais je pense que ça va venir forcément. Mais DeAndre Ayton, je pense que oui, ça se pose sur certains match-ups. En milieu de deck, carrément, c'est clairement. Ouais. Contre Brooklyn, par exemple. Quand il fait 25. Oui, 25, oui, c'était ça. C'était ça, ah oui, je l'avais. Oui. La classique. On s'est dit, il va se faire son record de points de son année rookie, etc. Bah non. Du coup, on passe au nombre de best picks. Je sais que vous aimez ça, souvent vous nous le réclamez. Où est-ce qu'on en est au niveau de la course au best pick? Reggie va nous récapituler un peu tout ça. Eh bien, fort de sa belle performance face à Toronto, Kevin Durant passe seul leader avec 5 best picks déjà. Hein. Il a son étoile. Hein. C'est ça. Devant Joel Embiid et Anthony Davis, hein, respectivement à 4 et 3 best picks. Et on peut aussi noter que une certaine Tortue Ninja, Monsieur Russell Westbrook, n'a pas encore fait de best pick cette saison, donc toujours pas. Il serait temps de s'y mettre. Quand Tim Hardaway Jr. et Trae Young en ont fait, ça va devenir insultant à force. Ça va devenir le running gag. Chaque semaine, on va dire que Russell Westbrook n'a toujours pas de best pick. Donc autant vous dire qu'il est best pick demain, ça c'est évident. Du coup, on passe, comme d'habitude, pour la fin de cette première partie, à une preview rapide, une petite overview du deck numéro 8. Alors, est-ce que vous avez, vous, des bons ou des mauvais spots sur les decks, ou le deck que vous avez regardé, là, cette semaine? Caroline, est-ce que t'as trouvé, toi, quelque chose de sympa? Je vois, 6 décembre, si je me trompe pas. Y a pas beaucoup de matchs. Je prépare un petit Damian Lillard, peut-être, contre les Suns. Il joue à domicile. Ça, c'est important pour Damian Lillard, ouais. Ouais. Voilà, c'est peut-être quelque chose que je tenterai à ce moment-là. Ok. Damian Lillard, donc, contre les Phoenix jeudi. C'est vrai qu'une soirée à peu de matchs, si on peut se garder un beau premium comme ça, encore dispo, ça peut être pas mal, ça peut faire, entre guillemets, un best pick facile. Faut espérer qu'il n'y ait pas trop un blowout, mais bon. Ça peut être sympa. Reggie, toi, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé pour la semaine qui arrive? Eh ben, on va miser sur Stephen Curry à Cleveland mercredi. Le retour. Alors voilà, on sait que peut-être qu'il va se dire que ça sent toujours le champagne et que c'est le moment de faire du sale, sachant que Colin Sexton va pas pouvoir défendre sur lui et bon, on a vu que Irving c'est un peu amusé contre Sexton aussi. C'est ça, c'est quand t'as un joueur avec le handle et la capacité de shoot de Curry, qui plus est là dans une équipe de Golden State qui a besoin d'un patron qui est en difficulté. Donc peut-être qu'on peut du coup espérer que Cleveland, comme ils ont pu le faire étonnamment récemment, puisse accrocher le match et que
Ah, histoire d'éviter le quand- blowout, ouais, c'est au moment où faut prier pour ça. où il le faut, Curry ferme le couvercle et donc c'est mon pic. Un petit 4 sur 5 aux 3 points dans le troisième quart. Un petit truc, C'est ça. Voilà. Au 5 sur 5. Ou 5 sur 5, oui, si tu veux. Du coup, Florian, toi, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ou à éviter cette semaine? C'est plutôt quelque chose de sympa. C'est Rudy Gobert contre les Spurs dimanche soir. Donc les Spurs vont pas super bien en ce moment, donc ça risque d'être assez ouvert pour Rudy qui nous fait un bon début de saison autour de 16 points de moyenne et 13 rebonds à peu près. Et du coup, on sait que Pau Gasol n'est pas là, il est absent jusqu'à nouvel ordre, donc on a peu de match-up, donc ça risque d'être assez facile pour lui. C'est ça. C'est que les stats disent plutôt que les Spurs défendent bien les pivots. C'est vrai qu'entre l'absence de Gasol et vu comment ça se passe, vu comment ça score quand les Spurs reçoivent, ouais, c'est un peu compliqué. Donc ouais, ça peut malgré les stats, ouais, être une bonne idée. Et puis Rudy est hier au pourcentage au tir dans la ligue cette saison, donc au niveau pourcentage des bonus, de toute façon les intérieurs, comme on sait, il faut toujours mieux les prendre pour les pourcentages. On est bien d'accord. Après, juste un petit message. Rudy, applique-toi sur tes lancers francs, s'il te plaît. Ah oui. Parce que la dernière fois que je l'ai piqué, il me l'a mise à l'envers sur les lancers, j'étais fait. On sait que tu nous écoutes, Rudy, donc voilà. S'il te plaît, Rudy. Et on va terminer, du coup, avec mon choix. Alors, j'ai plus pris second couteau, puisque, en général, vous le savez, on essaye petit à petit de migrer vers les seconds couteaux, selon l'évolution des decks. Donc je vais vous conseiller, moi, Sabonis contre Chicago. Sabonis qui est en forme, il enchaîne pas mal. Les pivots, c'est pas ça. À suivre, attention, malgré tout, avec le retour de Markkanen, bon, c'est pas un défenseur farouche, donc ça devrait aller. Mais au cas où, faites attention, suivez ça. Mais en tout cas, oui, normalement, Sabonis contre Chicago, il enchaîne des bonnes perfs en ce moment. Donc on l'a vu faire du 44, 40 plus assez régulièrement. Donc non, c'est du très bon. Donc mardi prochain, à voir, ça peut être un bon spot. Du coup, pour terminer cette première partie, on passe aux blessés majeurs. Qu'est-ce qu'on a d'absents ou de blessés à suivre importants, Florian? Alors, on a Marc Gasol qui est à suivre sur ce début de semaine, donc attention à pas le pic. Dwight Howard qui subit une opération, je crois, du fessier, et on ne fera pas de blague sur cette information. Et Oladipo qui est passé en absent sans date de retour, donc faites bien attention avec sa blessure qui dure un peu. C'est ça, c'est blessure au genou, on se souvient, voilà. On avait parlé la semaine dernière de le fameux carotte to carotte, le back-to-back carotte qui avait fait mal à beaucoup de monde. Et effectivement, ouais, s'il était blessé, là, ils prendront aucun risque, donc ils ont préféré le mettre de côté. Du coup, on en a terminé avec cette première partie. On passe le bonjour à ceux qui nous écoutent dans la version courte. Cliquez sur le lien suivant pour nous retrouver dans la version longue et écouter l'interview de Caroline. Caro, t'es prête? Impeccable, je suis prête, moi. On est parti, alors du coup, c'est parti pour l'interview de Madame Petite Cao. Donc, Caroline, bienvenue de nouveau. Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Tout se passe bien? Ça va très bien, ouais. Podcast. J'écoute vos conseils attentivement, vu que je suis une rookie. Donc j'ai pris des notes. Première chose, rookie TTFL. C'est la première rookie que nous recevons, donc c'est un honneur de te recevoir. Oui, je sais pas si c'est une pression. Attention, on va écouter ce que tu dis. Du coup, donc tu joues à la TTFL depuis uniquement cette année. Comment ça se passe déjà? Est-ce que ça se passe plutôt pas mal? T'es avec une équipe, tu joues toute seule ou comment ça se passe? Je suis avec les Spurs TTFL. Écoute, ça se passe d'un point de vue personnel. Je pense que c'est moyen. Voilà. Après, j'essaye d'écouter vos conseils et puis aussi quand j'ai vraiment du temps, de regarder un peu les match-ups, les oppositions pour essayer d'optimiser les pics. Mais après, voilà, il y a pas forcément de pression. C'est la première saison, c'est de se faire plaisir.
de haïr certains joueurs et d'en adorer d'autres. Tu t'es déjà fait des copains. Semaine après semaine. Voilà, on se fait des copains. Et puis après, en termes d'équipe, on est un peu dans le dur là en ce moment, mais faut qu'on remonte. L'objectif, c'est les playoffs, donc bon, c'est encore accrochable. Là, c'est vraiment que le début de saison encore. Après, on est une équipe aussi où voilà, il y a pas mal aussi de joueurs ou de joueuses qui c'est leur première saison, donc voilà, c'est de prendre ses marques. On essaye de se donner des conseils les uns les autres. C'est plutôt une super ambiance, donc voilà, c'est déjà aussi important. C'est ça, parce que vous avez à peu près 350 points de retard pour l'instant sur les playoffs. Ouais. C'est encore jouable, ça fait une petite nuit, voilà, il y a un peu de retard. Mais c'est vrai que les dernières semaines sont un peu plus dures, donc voilà, faut qu'on faut se ressaisir. Ouais, exactement. Ok. Et donc du coup, raconte-nous, on va parler un peu du coup de ton parcours. Tu nous as dit donc que tu as fait partie de cette vague des années 90, la vague Jordan. Je suis une vieille. Ouais, non, me traite pas de vieux non plus, on a le même âge quasiment. J'ai l'habitude, tu me diras, sur Twitter en général, que ça soit avec la Team Elpic ou au Lab, on nous traite souvent de vieux dès qu'on dépasse 30 ans. C'est fou, mais c'est comme ça. Le cap de 30 ans. Et donc du coup, donc génération 90, donc Jordan, etc. Le streetball qui arrive en France, etc. Tu nous as parlé de Grant Hill, et raconte-nous du coup après comment tu as suivi. Est-ce que t'as eu des arrêts ou tu suis vraiment à fond depuis cette période-là? Raconte-nous. Non, il n'y a pas eu d'arrêt. Clairement, j'ai toujours suivi. Depuis que j'ai commencé, après, dans les années 90, c'était compliqué, on n'avait pas tout en termes d'internet, même de diffusion des matchs, on n'avait pas tout ça, tout ce qui existe aujourd'hui. Donc, on va dire que je suis plus par les médias, les revues, des choses comme ça. Magazines, ouais. Donc voilà, exactement. Où t'achetais, tu sais, la VHS de fin de saison pour voir. Voilà, exactement. Voilà, c'était plus comme ça. Après, ça a été beaucoup par les revues. À l'époque, Mondial Basket, enfin voilà, tout ce qui existait. Et puis au fur et à mesure, avec Internet, tout ça, l'actualité, on peut maintenant vraiment la suivre au quotidien. Donc voilà, ça s'est jamais arrêté. Ça a toujours été une passion de toute façon depuis le début, particulièrement la NBA. Donc non, depuis les années 90. Tu t'es attaché et t'as rien lâché après. Non, jamais. Et donc du coup, après comment t'en es venu, puisque on sait que le dessin, globalement, c'est un passe-temps pour énormément de monde, hein, que ce soit sur le coin des cahiers de cours. Tu veux me fâcher, c'est ça? Mais comment, du coup, t'as réussi déjà à y penser à devenir professionnel? Parce que, comme on dit, voilà, c'est une passion pour beaucoup de gens, mais c'est pas forcément facile de se dire et d'assumer le fait qu'on va devenir professionnel du design, du dessin, de travailler ça. Et après, comment t'as fait pour accrocher le basket à ça? C'est venu naturellement, j'imagine, peut-être avec la passion, du coup. Tout de suite, t'as fait des sessions de basket? Non, pas forcément. En fait, après, moi, j'ai suivi le métier de graphiste. C'était un métier que j'ai voulu faire depuis très longtemps. Après, j'ai eu une formation de graphiste. J'ai d'abord travaillé en agence de com, donc je travaillais pas pour le milieu du sport. J'ai travaillé pendant 6 ans comme ça. Donc t'as fait tes armes à part, déjà. Voilà. Et à côté, effectivement, par passion, je faisais des créas, notamment sur le basket, et la NBA particulièrement. Et en fait, au fur et à mesure d'en faire, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux ou les forums, voilà, j'ai commencé à en poster. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir quelques demandes. Mon premier client, ça a été Rivers Magazine. Mm-hmm. Donc ça a commencé un petit peu comme ça en fait. Et c'est à ce moment-là que moi, en plus, dans ma vie personnelle, j'avais un déménagement, donc il fallait que de toute façon, que je change de métier ou que je change d'agence. Et en fait, au vu des demandes que je pouvais avoir, je me suis dit, pourquoi pas se lancer en tant que freelance, de travailler toute seule et de faire que ça, vraiment me spécialiser dans le sport. Donc j'ai commencé, c'est en 2013 que ça a commencé. Au mois de septembre, je me suis dit allez. C'est Rivers, le magazine qui t'a mis le pied à l'étrier, du coup. Je l'ai souvent parce que c'est vraiment les premiers qui m'ont fait confiance, et puis tu vois, depuis 2013, je continue toujours à travailler avec eux, donc ça me tient à cœur de rester fidèle aux gens qui vraiment m'ont fait confiance dès le début, parce que c'est des métiers où c'est important d'avoir des gens qui à un moment te disent la première étape est importante, quoi. C'est la première marche qui
qui te permettent Exactement. de te faire un nom au début et puis de te faire connaître, etc. C'est bien, c'est normal, ouais. Et donc, du coup, deuxième étape, donc là, t'arrives, donc t'es professionnel, t'as donc Rivers qui te donne cette première chance et qui te fait confiance, comme tu dis, et tu travailles toujours avec eux, ça fait quand même plus de 5 ans, du coup, maintenant. Et l'étape NBA, c'est comment ça vient? Parce que c'est quand même, on est d'accord entre nous, je te dire, on est en petit comité, là. C'est dingue comme ça, de travailler pour la NBA. C'est quand même un rêve de gosse. Et comment c'est arrivé, du coup? Ben, c'est surtout un gros coup de chance et un gros coup de pouce. C'était en 2014. L'été 2014, j'ai pu communiquer avec un graphiste qui est basé à Londres, on échangeait en fait sur nos travaux respectifs, et puis et lui avait eu l'occasion de travailler pour la NBA. Et donc du coup dans la conversation, il m'a demandé, il m'a dit est-ce que tu peux est-ce que t'as travaillé pour la NBA? Et je lui ai dit bah non, c'est sûr, c'est un objectif, c'est un rêve quoi de pouvoir travailler avec eux, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Et en fait dans la conversation, il me dit bah écoute, moi je pense que ton travail pourrait leur plaire, donc je vais donner ton contact à la personne avec qui j'ai travaillé. Donc sur le coup, bah j'avoue que bah, c'est super, mais je m'attendais pas du tout. Je me suis dit bon ok, c'est super sympa, mais ça va être comme envoyer son CV dans une grande boîte. Voilà exactement. Bon, ils vont même pas regarder quoi. Et en fait, bah quelques mois après, j'ai reçu un mail qui se terminait par nba.com. Donc là effectivement, je l'ai relu. Voilà exactement. Je l'ai relu 10 fois, 15 fois, 20 fois. Je me suis dit ouais, c'est une connerie, c'est un spam, c'est comme ça. C'est un virus. Ouais voilà. Et en fait non, c'était donc cette personne-là qui me contactait, elle me disait écoute, on a vu ton travail, ça peut nous plaire, est-ce que ça t'intéresserait de travailler avec nous? Et j'avoue que j'ai pas répondu tout de suite. Je me suis posé je crois une semaine pour mais est-ce que je vais être capable, parce que ça faisait juste un an moi que vraiment je m'étais installée. Donc en plus c'était au tout début que tu t'installes. Enfin c'est ça c'est fou, c'est encore plus fou du coup parce que c'est bah il y avait une pression, c'était qui te fait confiance au début, tu changes, et un an après tu te retrouves avec la NBA qui te demande de travailler avec eux. Ouais, bah c'est vrai que l'année 2014 une année particulière parce qu'il y a eu la NBA, il y a eu la FIBA, il y a eu vraiment des fédérations, des ligues qui sont venues, et là ça a vraiment changé les choses parce que il y avait une pression aussi pour moi, c'est-à-dire que je me suis dit est-ce que je vais être capable de fournir ce qu'ils me demandent, être au niveau tout simplement. Donc quand la NBA m'a contacté, sur le moment je me suis dit bon ok attends, faut prendre du recul, est-ce que je suis capable? J'avais pas envie de me planter, donc c'est vrai que ça peut paraître fou quelqu'un de dire mais faut répondre tout de suite oui quoi, mais j'ai mis un petit peu de temps, et je crois qu'une semaine après j'ai répondu, et puis bah, après voilà ça s'est enchaîné, mais sur le moment c'est pas que j'ai paniqué, mais on va dire que j'ai pris un peu de recul, je me suis dit oula attends, tranquille, est-ce que je suis capable, je veux pas me planter quoi. Et puis bah en fait, puis je savais pas du tout en fait ce qu'ils voulaient vraiment, je savais pas si c'était pour un projet tout seul. Et en fait bah ça pas depuis 2014 ça n'a pas arrêté, depuis on travaille toujours ensemble, donc en fait c'est surtout sans regret d'avoir et du coup tu fais quoi parce que du coup nous on va dire en tant que amateur de basket français dans la commu Twitter du basket, on voit tes créas qui passent régulièrement, et du coup c'est ces créas-là que tu fais pour eux, ou tu en fais d'autres et tu fais des choses un peu plus spécifiques? Qu'est-ce que du coup tu fais pour eux? C'est particulièrment dédié tout ce qui est réseaux sociaux, donc ça va être plus des images, des visuels, par exemple un joueur qui fait une grosse perf, ils veulent la mettre en avant, un joueur alors, ça se fait peut-être moins ces dernières années, mais au tout début que je collaborais avec eux, c'était des visuels pour les anniversaires des joueurs. Vraiment, ils vont avoir un peu des visuels qui sortent de ce qui peut se faire un peu sur les réseaux sociaux. C'est comme ça va très vite, souvent il faut poster ça vite, en plus il faut être assez réactif. Donc voilà, c'est surtout des choses comme ça. D'accord. Après voilà, l'année dernière j'ai eu l'occasion aussi pour le All-Star Game de faire les visuels pour l'annonce des starters. Donc ça c'était important pour moi, parce que c'est un des projets dont je suis le plus fier, parce que c'était des projets notamment sur les portraits NBA que je peux faire sur iPad. C'était un projet perso à la base qui s'est transformé en projet pro. Donc voilà, c'est des choses comme ça, c'est vraiment dédié réseaux sociaux.
Voilà, après évidemment je suis pas la seule à travailler avec eux, il y a énormément de graphistes. C'est qu'ils ont du monde quoi, un peu partout dans le monde, j'imagine. Ah ouais, exactement, ouais. Oui, il y a, moi je suis basé en France, il y a un Australien, je crois que basé en Chine, enfin vraiment un peu partout dans le monde. Oui, histoire d'avoir de l'inspiration un peu partout. C'est plutôt ça qui est sympa, c'est que en plus de travailler pour eux, c'est qu'on a un peu une carte blanche aussi, c'est-à-dire qu'on peut apporter notre vision des choses, dire bah écoutez, moi je pense que si c'est pour faire une perf sur un joueur, bah tiens, moi je pense à ça, est-ce que ça vous plaît, alors que la NBA pourtant on peut penser que c'est quelque chose. Ouais. T'as une certaine liberté. Ok, donc ça c'est quand même assez intéressant. Ah oui, tout à fait. Ok. Et ben du coup, on va passer du coup maintenant au run and gun. Tu sais ce qui t'attend. 10 questions, 10 réponses, un choix à chaque fois. On te laisse. On lui laisse combien de jokers, les gars? 1, 2 jokers, ça fait beaucoup. Un joker, on va dire. On va dire un joker. Un joker, c'est ce qu'on avait fait avec les autres. On est d'accord. On va rester juste. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Ok. LeBron ou Jordan? Jordan. Larry Bird ou Bill Russell? Larry Bird. Celtics de 86 ou Celtics de 2008? Ah, c'est compliqué. Ah, t'avais prévenu. Allez, je vais choisir 86. En plus, c'est l'année de ma naissance. Oui, comme ça. Red Auerbach ou Danny Ainge? La légende ou l'actuel? Ah non. Auerbach, en France. Auerbach? Ouais. Donc. Ray Allen ou Rajon Rondo? Ray Allen. on choisit le traître, c'est ça? Oui, mais oui. Ah bah, l'autre est devenu traître aussi depuis, c'est vrai qu'il est chaud. J'ai dit que Grant Hill était un de mes préférés, mais je crois que Ray Allen aussi est un de mes joueurs préférés. Donc, même s'il est parti et que bon, ok. Non, ouais, je prends Ray Allen. Boston Garden ou TD Garden? Oh, TD Garden. TD Garden? C'est vrai qu'elle est pas mal quand même, cette salle. Kyrie ou Haïti? Ah, Joker sur celui-là, parce que même si Haïti, il a quand même fait des belles choses. Ah, puis ça, émotionnellement parlant, c'était assez ouais, fou, voilà, quand même. exactement. Ouais. Knicks ou Lakers? Bon, Knicks. Attention, RF t'écoute, fais gaffe. Et enfin, dessiner ou jouer? Bon, vaut mieux que je dessine. T'as un meilleur niveau au dessin qu'en jeu, c'est ça? J'ai joué au basket, mais bon. Je pense que vaut mieux jouer. Vaut mieux dessiner, pas. Vaut mieux dessiner. Ok. Eh ben, écoute, parfait. Donc, fin de ce petit run and gun. J'espère que ça vous a plu. On passe du coup au côté un peu plus technique de la TTFL, comme tu en as l'habitude. On fait toujours ça pour la fin de l'interview. Alors, quel est un peu ton ressenti là par rapport à ce début, le joueur qui t'a fait le plus kiffer jusque présent, quel est peut-être ta meilleure perf là depuis le début de la saison, c'est combien? Ça doit être un 62, c'est pas forcément énorme, je crois que c'est avec DeMar DeRozan en début de saison. Ouais. Après je dirais que ça aurait dû être Anthony Davis, mais quand je l'ai pris, il jouait plus. Et en fait, je n'étais pas là à ce moment-là, donc je n'ai pas vu qu'il ne jouait plus. Donc j'ai fait un beau 0 avec Anthony Davis, donc là, oui. Ça picote. Voilà, classique. Voilà, exactement. C'était au tout début. Après, voilà, c'est vrai que vu que c'est ma première saison, j'avoue que c'est pas évident. Il y a beaucoup de prises de tête, de qui prend, de est-ce qu'il faut garder son premier choix, faire le changement, de se tirer... de s'arracher les cheveux le lendemain parce que on n'aurait pas dû changer. Ouais. Classique. Donc, ça, c'est un conseil qu'on donne, c'est de jamais changer sur un pic en dernière minute. Ouais, tu regrettes toujours. Ouais, mais il y a eu des fois où c'était pas un mauvais choix non plus. Donc, bon. Ouais, bah après ça c'est les superstitions. Et du coup là t'es combien à peu près actuellement au classement individuel? Je dois être 6000 quelque chose, 6279 je crois. Ça va, t'es quand même une bonne moyenne quoi. Après voilà ouais. Mais je pense que c'est ce que je disais au début, c'est quand prends vraiment le temps de regarder un peu les match-up et tout ça, je pense qu'il y a quand même moyen d'optimiser ses pics. Il faut passer du temps, quoi, un petit peu quand même.
C'est ça. C'est pas un jeu de chance. C'est pas que de la chance, effectivement. Voilà, c'est ça. C'est qu'il y a quand même de la logique, savoir quand garder son joueur, etc. Ouais. Après, comme je dis souvent, tu sais, ça me dérangera pas de faire un score moyen sur typiquement une bonne réflexion, le Ayton face au Nets. Ça m'embête de faire 25, mais bon, j'en voudrais aux joueurs, mais je m'en voudrais pas. Par contre, ne pas penser à, je sais pas, par exemple, la dernière fois, on a eu un Carter Junior, je crois, sur sur Drummond. On sait que Drummond laisse énormément de points bah, ça te faisait un pic gratuit, entre guillemets. Ça te faisait un 40 plus, tranquille. Après, faut oser, mais c'est plus ça qui dérange. C'est quand tu penses pas à une match-up ultra favorable, et c'est là qu'il faut s'en vouloir, et c'est cela qu'il faut essayer de choper. Mais après, voilà, ça prend du temps. Après, je pense que c'est ça aussi, c'est quand on débute, après, je sais pas, pour tous ceux qui débutent, mais c'est aussi oser certaines choses que, voilà, on est plus dans essayer de prendre des trucs, un peu comme tout le monde fait, mais je pense oser certaines choses, un petit YOLO de temps en temps. C'est un peu qui est difficile pour ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu nous en parlais tout à l'heure, mais est-ce que t'as déjà des joueurs que tu détestes? Est-ce que tu as déjà fait des ennemis en TTFL? Bah, bizarrement, c'est des gars de Boston, là. Bah non, mais ouais, Boston, après, c'est une équipe qui joue sur le collectif qu'en TTFL, c'est pas super, Kyrie, cette année, c'est quoi, et voilà. Alors, il a mal commencé, mais il a fait un très beau début de mois de novembre. Ouais. Après, oui, c'est vrai qu'il est inconstant, puis c'est vrai que, bon. Ouais, Boston, offensivement, c'est tendu, quoi. Donc, forcément. Mais non, Kyrie, c'est quand même un joueur premium, donc tu te dis, bon, mais non, ouais, c'est compliqué. Après, des joueurs que je déteste, non, pas vraiment. Pas encore. Bah, si, Westbrook, là, il m'a fait 13 l'autre fois. Donc... Aïe. Voilà, C'est ça. Quand tu tombes sur le match Westbrook, c'est chaud, hein. Ça fait mal au cœur. Ouais. Et donc, du coup, on en termine souvent par cette question. Ta routine, ton petit toc à toi, comment toi tu t'organises? Est-ce que t'es, je sais pas, par exemple, team je change pas au dernier moment, ou peut-être team je remplis mes decks 3 semaines à l'avance, ou team dernier moment? Non, je les remplis à l'avance, une semaine à l'avance. Une semaine? Mais après, je vais quand même chaque jour, jusqu'au dernier moment, me poser la question, est-ce que je change ou je change pas? D'accord. Donc t'es quand même vachement impliqué malgré que ce soit la saison. Ah oui, carrément. On y va à fond quand même. Voilà. Donc on y pense tous les jours. Tu vas faire un petit tour sur les blessés, tout ça. À partir du moment où aussi tu joues en équipe, t'as envie aussi de. C'est ça. De pas être un boulet pour les autres. Donc t'essayes de faire au mieux. On l'est involontairement. Oui, exactement. Ça arrive à tout le monde. Mais ouais, j'essaie de me préparer un peu à l'avance. Après, je trouve que c'est quand même dur de choisir au moins une semaine à l'avance et de rester sur ça et de se dire je change pas. Enfin après, à part des joueurs qui vont se blesser, qu'il va falloir changer, mais je trouve que non, moi j'ai du mal je suis toujours jusqu'à la dernière minute à me dire moi qu'est-ce que je fais. Mais c'est peut-être aussi le fait de la première saison, il y a au bout de 3-4 ans, ça sera pareil. Bon, ok. Et donc du coup, dernière question, d'habitude on demande un conseil aux rookies. Bon, du coup, tu es toi-même le rookie. On va retourner à la question. Quel est le conseil qui t'a le plus apporté, qui te semble le plus important et que tu appliques toi-même? Les joueurs intérieurs, je pense. Les intérieurs, on en parlait. Ouais, exactement. Et puis, j'essaye de m'aider aussi du tableau d'impact, qui est quand même pas mal, pour des fois. C'est pas une vérité, mais oui, non, ça aide en tout cas. Ça aide bien, je trouve. Donc, sur des choses comme ça. Après, ouais, voilà, ça va être ça, c'est essayer de se dire, bon, il y a plus de chances sur un joueur intérieur en termes de pourcentage. Ok, donc plus les joueurs intérieurs, du coup. Ok. Ça va dépendre des périodes, mais... Oui, forcément, si tu les joues tous en une semaine, après, ça va être compliqué. Et en espérant que nos amis, nos auditeurs rookies aient pris bonne note. Merci à toi. Merci. On en termine donc pour cette partie interview. On va passer au preview du prochain deck, au coin des experts. Les gars, vous êtes prêts? Yes. Ouais. Et puis donc merci beaucoup Caroline. N'hésite pas à intervenir. Évidemment, on va continuer avec toi. Et on est parti donc du coup pour le coin des experts. Faut qu'on en parle. Donc aujourd'hui, coin des experts. Pour le deck numéro 8, comme d'habitude, on commence avec
la liste un peu plus complète des blessés, des absents à éviter cette semaine. Donc on a déjà vu, on vous a parlé de Marc Gasol qui est pour ce début de semaine, de Dwight Howard et donc de Monsieur Victor Oladipo. On a également toujours les out classiques, définitivement out cette semaine. Donc Isaiah Thomas, DMC, Porzingis, Kevin Love. Ça, c'est les classiques. En second couteau, on a aussi toujours l'absence donc de Chris Dunn, Will Barton, Elfrid Payton, qui manque d'ailleurs beaucoup aux Pearls, et donc Caris LeVert, qui avec sa cheville démise. Et au niveau des joueurs incertains, donc à suivre au jour le jour au niveau TTFL, ça sera Kyle Lowry, Devin Booker, en tout cas ce soir, ce dimanche au moins, et donc les seconds couteaux comme Draymond Green, Gary Harris, Jaylen Brown. Comme on disait, pique un Celtics, c'est un peu tendu. Et aussi, en ce moment, on a le duo Dennis Smith Jr. Doncic qui alternent chacun à leur tour un peu les questionable. Donc c'est un peu compliqué à se décider. Donc faites attention, s'il vous plaît, suivez bien les conseils de notre infirmier Benjamin, qui est là tous les soirs avec ses petits injury reports. Du coup, on passe maintenant aux opportunités de la semaine. On commence donc ce lundi. Florian, qu'est-ce que tu as trouvé toi? Qu'est-ce que tu as senti pour ce lundi? Pour ce lundi, on a un gars en forme, Clint Capella, qui nous a fait 43 points de moyenne sur les 10 derniers jours. Donc il est vraiment en forme. C'est contre Minnesota, donc contre Karl Anthony Towns, qui, on le sait, n'est pas un gros défenseur, donc ça pourrait être un jackpot au niveau TTFL. Ok, du coup, Reggie, pour ce mardi, toi, du coup, t'as trouvé quoi? Alors pour ce mardi, je pourrais vous conseiller Damian Lillard, mais je ne le ferai pas. Je vais partir sur DeAndre Ayton face aux Kings, parce qu'on a là les deux équipes qui prennent le plus de points dans la raquette, et donc voilà, s'il y a un moment pour mettre Ayton, c'est face à cette équipe des Kings. Donc Reggie en mode analyse fine, analyse statistique avancée, on va aller prendre Ayton. C'est vrai que ça peut être sympa. Du coup, pour ce mercredi, moi, on va passer sur un joueur qui est pareil en forme en ce moment. Beaucoup l'ont pris, je pense, mais il doit rester encore pas mal de decks dispo. Ce serait Gasol contre les Clippers ce mercredi. Donc mercredi, il y a assez peu de matchs. Non, il y a beaucoup de matchs, pardon. On a 10 matchs. On a pas mal de premiums qui seront dispo, Durant, Giannis, etc. Mais le premier, entre guillemets, on va dire mi-premium, mi-second couteau qui est en forme, ça sera Gasol. Les Lakers donnent pas mal de points sur les pivots. Les Clippers, décidément, donnent pas mal de points sur les pivots. Gasol a toujours son petit bonus quand il joue à la maison de 1 point et demi. Donc ça peut être une belle opportunité. Et on se retrouve avec Gasol qui sans doute en plus reviendra de sa légère absence. Donc peut-être qu'il aura envie de manger du ballon. Ça peut être le bon plan de ce mercredi. On arrive à jeudi 6. Florian, du coup on t'écoute. Alors attention, jeudi, on n'a que 3 matchs, donc pas beaucoup d'opportunités. Du coup moi, contrairement à Reggie, je vais quand même vous conseiller Damian Lillard contre Phoenix. On sait que Damian Lillard, après, c'est un pyromane, tout comme Booker qui sera revenu sûrement ce jeudi. Tu voudrais dire que CJ McCollum ne défend pas beaucoup? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc voilà, Damian Lillard, et faire attention à ceux qui prennent Rudy Gobert, qui joue contre Houston, donc contre Clint Capella, que je rappelle qui est en forme. Donc faire attention. Ça peut faire une belle match-up là. Ça va être un beau match. Ça va être un match à regarder, ça. Voilà, c'est un match à regarder. Attention quand même pour la TTFL. Et puis Utah revient en forme en plus. Donc là ça va mieux en tout cas. C'est pas encore la folie, mais ça va beaucoup mieux. Ouais. Du coup, on arrive à vendredi 7. Reggie, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi pour ce vendredi? Alors il y a énormément de matchs vendredi. Donc va falloir mettre
un gros, je dirais, là, parce que il y a le choix. Il y a le choix, donc Ça, essayez de vous garder peut-être un gros pour vendredi. moi j'ai mis Westbrook. Ouais. Je... Ouais, avec en Oh, plus... ce sera son premier best pick. Je l'annonce. Attention, déjà la semaine dernière... Face à Chicago. Tu vas avoir des soucis. Non, mais c'est vrai que par contre, prophétie. Team Neffin, réduit en mode... J'ai eu au téléphone hier, il m'a dit, il y a trop de vent, il y a trop de vent, C'est trop de vent là-bas. Il y a trop de vent à Chicago, donc. Non, mais c'est vrai que ça peut être une belle match-up, hein, c'est pas, qui c'est qui va défendre? C'est pas Zach Lavine qui va défendre sur lui, enfin, je veux dire, il y a personne pour défendre sur lui, en espérant qu'il fasse son show. Après, c'est toujours compliqué avec Paul George. C'est vrai que c'est toujours un peu délicat. Mais, ouais, non, c'est un super match-up pour Westbrook, pour donc ce vendredi. On arrive au samedi tout doucement. Donc vous en avez l'habitude, on va glisser légèrement vers des seconds couteaux pour essayer de coller au maximum au deck que vous avez disponible. Et donc ce samedi, moi j'ai trouvé Nurkic face à Minnesota. Nurkic est pas mal en ce moment. Alors je regarde. Donc oui, Nurkic a toujours une bonne cote. On se retrouve avec contre Minnesota avec Karl Anthony Towns qui laisse énormément de points, donc plus de 3 points de moyenne en plus sur tous les pivots qu'il rencontre. Donc c'est en général tout bonus. Seul hic avec Nurkic en ayant 4 en face de lui, c'est toujours le problème, c'est les fautes. Donc c'est vrai qu'il y a toujours risque de ce côté-là, mais on s'en souvient, avec Nurkic, les 2 fautes au premier quart-temps, elles font souvent très très mal, parce qu'on se retrouve du coup dans un deuxième temps avec une faute dans le deuxième, etc. quand il revient, et on se retrouve avec un troisième quart où il joue à peine pour pouvoir jouer la fin de match. Mais bon, normalement ça devrait être quand même un bon spot, et si Monsieur Lillard et Monsieur McCollum lui laissent un petit peu d'espace pour briller, ça devrait être pas mal contre Minnesota. Et on se retrouve avec la dernière opportunité donc de la semaine pour dimanche prochain pour finir le deck. Et ça sera donc Florian. Qu'est-ce que tu as trouvé toi pour dimanche prochain? Dans la version courte, je vous avais parlé de Rudy contre San Antonio. Là, je vais vous donner mon pick. J'ai posé André Drummond dimanche. Déjà, on pourra le regarder à 9h30, à 21h30, pardon, contre la Nouvelle-Orléans. Donc après, André Drummond, s'il nous fait un petit 20-20 dans un match accroché avec la Nouvelle-Orléans, ça pourrait être pas mal. Ok, donc tu pars sur la match-up Drummond-Davis. Voilà, tout à fait. C'est Team Couillu là, faut y aller, faut le poser. C'est ça. Du coup, Caroline, toi, qu'est-ce que du coup parmi toutes ces opportunités, est-ce que toi du coup t'as des trucs sympas qui t'ont alerté? J'avoue que Drummond, j'y ai pensé aussi. Le dimanche, même si c'est contre Anthony Davis, je sais pas. Tu le sens bien aussi? Ouais, ça me tente bien. Mais... Pas beaucoup de matchs aussi dimanche, donc c'est vrai qu'après... Exactement. Après, c'est un sujet aussi souvent ça parle souvent sur les réseaux, c'est les matchs tôt. Alors les matchs tôt, le pire clairement ça c'est pour les shooters. Alors là, c'est qui tout double. C'est là où tu vas te faire tu commences ton match par un 0/7 où le gars est en feu, tu sais pas pourquoi. Un peu comme les matchs genre les matchs du dimanche à New York, les gars sont sortis, la veille, c'est mort. Mais ouais, les matchs tôt, du coup pour les intérieurs, c'est moins pire peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah le pourcentage est toujours aussi efficace. Après, c'est vrai que dans les matchs qu'on a dimanche, t'as Charlotte, t'as New York où t'as des pics difficiles où tu peux pas vraiment pick, où t'as déjà pris Kemba, tout ça. Donc après, faut trouver les match-up les mieux. Et là, le seul premium que j'ai du coup pour dimanche, c'est André Drummond. Donc après, pas vraiment le choix des fois dans des soirées où t'as peu de matchs. C'est ça. C'est vrai qu'après la TFL aussi, il y a des soirs où on n'a pas le choix, donc c'est vrai qu'il faut essayer d'anticiper ces matchs ces soirs, où il y a peu de matchs. Ça, c'était un des conseils, notamment de Monsieur Alexinator, la semaine dernière. Du coup, bah écoute, on en a terminé avec cette preview.
On arrive gentiment donc à la fin de ce podcast. Ça fait exactement 1 heure que nous sommes ensemble. Caroline, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venue. Merci de la confiance. Merci d'être livré, nous avoir expliqué un peu ton parcours. Et j'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, nous, c'était top, vraiment. En espérant que vous avez tous apprécié l'écoute de ce podcast. On se donne du mal pour faire de mieux en mieux chaque semaine. J'espère que ça s'entend. Et en tout cas, on vous remercie. Vous avez été très très nombreux la semaine dernière. On a dépassé les 2500 écoutes. C'est absolument fou. On s'y attendait pas autant. Alors, on s'attache pas forcément aux chiffres, hein. Vous voyez, on sort le dimanche soir juste pour vos decks, pour vous accompagner le dimanche soir. Mais si en plus il y a du monde qui vient, bah écoute, on est tous très contents. Donc j'en profite pour remercier toute l'équipe des podcasts, ainsi que l'équipe Trash Talk qui nous soutient tout le temps. Donc en tout cas, on les remercie beaucoup, on vous remercie tous. Et donc, on en a terminé pour ce TTFL podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude sur Twitter et l'hashtag TTFL. Et donc, si jamais vous avez des questions, des remarques, vous pouvez aussi utiliser le hashtag TTFL podcast qui est là pour vous. On se retrouve également aussi sur Facebook, sur Discord de Trash Talk, sur Instagram. On a Anna qui vous poste des petites stories aux petits oignons comme elle aime faire. Vous cherchez TTFL LAB et on sera là pour répondre à vos questions. On arrive en général à répondre à tout le monde. Ce podcast sera disponible, on le répète à chaque fois, et sera chaque semaine disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube et enfin trashtalk.co. Merci à tous ceux qui commentent, partagent, like, nous notent, nous RT, etc. Ça fait vraiment plaisir. Merci également pour tous vos retours écrits, c'est quand même ceux qui touchent le plus. Ça me fait en tout cas très plaisir à toute l'équipe, sachez-le. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que la TTFL est impitoyable. Merci à tous. Merci messieurs. Merci Reggie. Merci. Merci Florian. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, rendez-vous pour le TTFL podcast épisode 10. À la semaine prochaine. Salut. Bonne soirée.